Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Bleu Blanc Noir jusqu'à 20h sur France Bleu Limousin et ce soir nos invités sont Nicolas Godignon et Didier Casadei. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr avec les coachs du CAB nous allons revenir sur le début de saison, les matchs à venir, on va faire aussi un point sur l'infirmerie, il y a des bonnes, des mauvaises nouvelles, on évoquera aussi l'équipe de France, le super match du week-end face à l'Australie, c'est Bleu Blanc Noir jusqu'à 20h sur France Bleu. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bonsoir Nicolas Godignon et Didier Casadei, la coupure a fait du bien ? Elle fait du bien, oui, toujours un petit peu. Ça nous évite d'être au stade sur le jeudi-vendredi. On a passé un week-end un peu à rallonge, quoi, mais on coupe pas vraiment puisqu'on a quand même travaillé ce week-end, mais à la maison, quoi. Et sont également autour de la table Mickaël Nicolas de la Montagne. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Manuel Caillot et Christophe Tastet. Bonsoir. De France Bleu. Et justement Christophe Tastet qui, avant de parler du purement sportif et avant que l'on revienne sur ce début de championnat, sur les matchs à venir, et bien Christophe Tastet va nous parler de vous, Nicolas Godignon et Didier Casadei. Didier Casadei et Nicolas Godignon sont les Giroud du rugby, je m'explique. Entraîneur emblématique de la JOCR, Giroud passait ses week-ends dans les discothèques à la traque de ses joueurs qui n'avaient, selon lui, rien à y faire. Là, dans le cas du CAB et au cœur des 15 jours de repos séparant un match de l'autre, se trouvait la foire du livre de Brive. Or, pour un rugbyman, il est tentant de se glisser dans la peau d'un auteur. Laissez-moi me mettre le temps d'un week-end dans la peau d'un Yann M'Vila briviste. Vendredi matin, vêtu d'un survêtement du SC Tulle pour faire diversion, je prends place dans l'Orient Express. Histoire de donner le change pour un rugbyman, je sors un bouquin pour montrer que je sais lire. Il s'agit d'un classique d'Agatha Christie, Le crime du train du cholestérol. Hercule Nicolas Poirot-Godignon et son ami, le capitaine Arthur Didier Hastings Casadei, inspectent le wagon mais ne remarquent rien. Les brivistes n'ont jamais vu un joueur de Tulle sachant lire. 2 grammes plus tard, je débarque à la gare de Brive et prends la direction de la foire du livre. Je me fais suer toute l'après-midi au milieu de gens dont le seul sport consiste en pouvoir tourner les pages d'un livre en position allongée, la tête sur l'oreiller. Arrive le soir. Je suis les auteurs dans un restaurant de la ville. Eric Orsena me fait remarquer que mon survêt bleu ne s'accommode pas à sa cravate. Qu'importe, ce ne sont pas les restaurants qui manquent. Je choisis le menu type d'une simplicité confondante, foie gras en entrée, mic et petit salé en plat. Et puis comme j'ai un creux, je prends un confit en dessert. Nicolas Poirot et Didier Hastings pénètrent dans le resto. Ils ne remarquent même pas la présence de farcidure dans ma bombe glacée surprise. 3 kilos plus tard, je sors. Direction Le Cardinal pour la 3e mi-temps la plus courue du monde littéraire. À 3h du matin, je m'aperçois qu'Amélie Nothomb est plus grande que moi. Ça m'énerve. Je lui colle un pain dans la tronche à hauteur de la mienne. Manque de bol, la tête était 1 mètre plus basse et le chapeau que j'ai dézingué. Démasqué par telle stupidité, je me fais alors plaquer au sol par Nicolas et Didier, à qui à présent, un peu penaud, sans jeu de mots naturellement avec toute personne existant ou ayant existé, je pose la question suivante. Bon allez, je fais quand même partie du groupe pour le prochain match. Christophe Tastet sur France Bleu Limousin. Vous partez à la traque de vos joueurs, non, sur les soirées brivistes? Non, on a des espions pour ça. Donc ça nous évite d'avoir à sortir le soir. Et bien sûr la foire du livre que vous connaissez bien, Nicolas Godignon. Oui, la foire du livre, je la connais bien et j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'arpenter un peu les couloirs de la foire du livre ce week-end en tant que simple visiteur et ça m'était jamais arrivé. Parce qu'on rappelle que vous avez évidemment un petit passé avec la foire du livre. Oui, un petit passé d'une dizaine d'années, déjà une décennie, donc ce qui commence à être pas mal. Donc voilà, non, c'était ma première foire. Qu'est-ce que vous faisiez précisément quand vous étiez à la municipalité de Brive? J'étais responsable technique de l'événement, voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas mal de boulot, mais voilà, les gars ont su, et j'en avais aucun doute, contribuer à la réussite de la foire du livre. Voilà, nul n'est indispensable
et voilà, donc on passe à autre chose. Sur mon cas personnel, c'était la première fois que j'étais simple visiteur, et c'est plutôt sympathique de pouvoir juste se balader dans les allées sans être obligé de travailler. Et en profiter. Nicolas Godignon et Didier Casadei sont nos invités ce soir dans Bleu Blanc Noir. Nous sommes depuis l'hôtel Le Collonges à Brive jusqu'à 20h. Bleu Blanc Noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Et on va maintenant revenir sur ce début de championnat. Déjà 2 blocs de passé, 2 blocs où il y a eu des résultats qui n'ont, on va dire en progression tout simplement. Un premier bloc compliqué, Nicolas Godignon, un deuxième en termes de résultats avec beaucoup plus de points glanés. Comment vous analysez ce début de championnat ? Disons que ce premier bloc de match nous a permis un petit peu d'appréhender la division. Puisqu'on avait sur les matchs amicaux rencontré 2 équipes de top 14 sur les 3 matchs amicaux, et je pense que ça nous avait un petit peu induit en erreur sur nos réelles capacités à jouer dans ce championnat qui ressemble pas du tout à ce championnat de top 14. Et voilà, donc une première sortie à Béziers réussie, puisqu'on repart avec la victoire. Maintenant, on a eu une sortie à Carcassonne qui nous avait fait vraiment mal à la tête. Il a fallu redresser la barre, travailler, et ça a été un petit peu dur sur la suite de ce bloc-là. Une coupure où on a eu l'occasion de s'entretenir individuellement avec les joueurs en recalant les objectifs individuels et collectifs, et puis cette deuxième phase, ce deuxième bloc qui a été beaucoup plus réussi, même si on a un peu de déception suite au dernier match à Dax, mais on a senti une progression du groupe, et surtout je pense que tout le monde s'est remis en question, que ce soit les joueurs ou nous les entraîneurs. Voilà, on a mis un bloc pour vraiment comprendre ce qui nous arrivait dans ce championnat, et on a essayé de travailler vraiment différemment sur ce deuxième bloc. On en a déjà parlé dans Bleu Blanc Noir, Didier Casadei. En fait, entre ces 2 blocs, vous êtes dit on va se recentrer sur les fondamentaux du jeu. Vous savez, le rugby, il est toujours un peu le même. Pour pouvoir se donner une chance de gagner des matchs, il faut être bien sur les bases. Globalement, on l'a à peu près été. Maintenant, disons que les équipes font un peu le match de leur vie contre nous, et on a eu du mal à faire un petit peu le lien avant 3/4 durant la première période. Là, disons que on a joué des matchs à l'extérieur qui nous ont permis de jouer dans un autre registre. Maintenant, on arrive à des périodes novembre, décembre, janvier, où les matchs vont se jouer le soir à 6h30. Les conditions sont pas toujours idéales pour faire du beau rugby. Ce qu'il faut, c'est que on soit bien sur les bases et qu'on soit capable de marquer les opportunités qui se présentent à nous. Par rapport à ce départ, on va dire un petit peu diesel, est-ce que justement les matchs de préparation face à des top 14, c'était peut-être une petite erreur ? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu directement se jauger face à des pros D2 ? Si, certainement, avec le recul, je pense que de toute façon il aurait été préférable de partir comme ça. Maintenant, voilà, on avait ce match de Pompadour qui était un match de gala organisé, donc qui était imposé depuis belle lurette. Donc voilà, après Bordeaux nous devait un match. C'est vrai que ça nous semblait être une équipe intéressante pour ça. Voilà, ça nous a induit un peu en erreur. Maintenant, on a mis un bloc pour s'y coller. Ce deuxième bloc a été bien meilleur. Les fondamentaux sont, comme le disait très bien Didier, je crois que c'est très important, mais ça n'a pas été que l'essentiel de notre travail. On s'est beaucoup recentré sur la défense, puisque c'était une des parties qu'on avait que peu abordé dans le détail depuis le début de saison. Donc ça a vraiment fait partie de ce deuxième bloc. Voilà, c'est un des travaux principaux du deuxième bloc. Manuel Caillot de France Bleu. On a senti à la fin de ce premier bloc une certaine métamorphose dans votre jeu. J'ai pas vu tous les premiers matchs du premier bloc, mais on a senti que sur les 5 derniers matchs, vous aviez une certaine aisance sur le terrain, vous étiez plus sûr de vous. C'est le fruit des échanges que vous avez pu avoir avec les joueurs Je pense que oui, ça en fait partie. Ça peut pas être que la seule cause. Je crois que le changement mental, a été quand même plutôt probant. L'équipe a gagné en confiance, mais la confiance, ça se glane surtout par la victoire. Donc quand on fait 4 victoires d'affilée sur ce deuxième bloc, c'est évident que c'est beaucoup plus facile d'appréhender les matchs en suivant, et beaucoup moins de pression individuelle ou collective sur la performance des individus. Donc c'était surtout moins
moins de doutes, moins de pression aussi sur ce qu'on avait à faire, plus de confiance. Ça permet d'avoir un travail beaucoup plus pertinent et au quotidien. Et voilà, ça nous a permis de pouvoir enchaîner des performances plutôt positives sur ce deuxième bloc. Sans parler forcément de manque de confiance, vous venez d'utiliser le terme de doute. C'est vrai qu'il y avait certainement des doutes à dissiper pour avancer dans ce championnat. Les matchs face à Pau, le déplacement à Tarbes, ça compte beaucoup justement pour évacuer ces doutes. Ouais, c'est l'ensemble en fait qui permet d'évacuer les doutes. À Tarbes, on s'est rassuré sur notre capacité à exister sur des fondamentaux, voilà, notamment sur la touche, puisque la touche offensive, a progressé légèrement, mais là où on a eu la plus grande part de progression sur ce deuxième bloc, c'est sur la touche défensive notamment. Donc, plus on est performant sur la touche défensive, et moins on a d'attaques à subir. Donc, c'est mathématique, moins d'attaques à subir, donc plus facile de défendre. Si on a que 5 ou 6 lancements de jeu à défendre, c'est pas la même chose que si on en a 15, quoi. Donc, à partir de là, je crois que la défense aussi a permis d'être c'est un enchaînement, la touche défensive d'abord, puis la défense en suivant, parce que c'est souvent un élément qui permet de jauger aussi la confiance d'un groupe. Voilà, on prend 3 essais sur cette deuxième phase, ce deuxième bloc, dont un qui contre Pau, qui aurait dû être refusé si on avait bénéficié des mêmes avantages que le top 14 sur la vidéo. Même deux, peut-être 2 aussi. Voilà, enfin au moins un sûr. Donc c'est plutôt encourageant. Maintenant, c'est le travail au quotidien d'un collectif qui fait que ça va mieux. Comme je l'avais déjà dit précédemment, auprès de la montagne notamment, je leur avais dit qu'on essaierait de revenir au train et pas de revenir à coup de victoires impressionnantes. L'important, c'était de progresser au fur et à mesure. Alors on rappelle que dans le deuxième bloc, il y a eu 4 victoires de suite, et puis le dernier match, c'est une défaite à Dax. Brive qui a souvent été pénalisé sur mêlée fermée. Après le match, il n'y avait même pas forcément besoin de lire entre les lignes. Vous avez dit assez clairement que quelque part, l'interprétation des arbitres, vous n'étiez pas forcément d'accord. Est-ce que vous avez revu les images d'Didier Casadei? Est-ce que vous êtes toujours sur cet avis-là? Sur ce match-là, on a été pénalisé 6 fois contre 0. C'est énorme. Au vu de la vidéo, il semble pas qu'il y ait une différence aussi grande, même si on a été un peu ballotté les 3 ou 4 premières mêlées. Après, je pense que l'arbitre, il s'est laissé un peu influencé par ce qu'il a vu au départ. Et je pense que l'arbitrage sur la mêlée a pas été cohérent à mon sens. Maintenant, par expérience, on sait très bien que depuis 15 ans, la meilleure équipe qui monte, c'est toujours la meilleure mêlée du championnat. Donc si on veut pouvoir voyager tranquille, il faut qu'on ait une mêlée stable à l'extérieur, ce qu'on n'a pas eu ce match-là, et on a perdu en partie le match sur la mêlée fermée. Donc c'est une remise en question de toutes les semaines, hein. Disons que il y a pas maintenant on sait que c'est un secteur vital pour gagner des matchs à l'extérieur, et on se doit d'être plus performant qu'on l'a été. Maintenant, on va attaquer ce bloc avec des joueurs un petit peu en moins, dans la mesure où on a Kinshakishvili et Natriashvili qui sont sélectionnés, avec Pablo Hen qui a toujours son problème à l'épaule, et puis avec la blessure grave de Guillaume Auribe. Disons que on tourne avec un peu moins d'effectifs. Ça va nous permettre aussi de lancer des jeunes joueurs qui s'entraînent avec nous depuis 2 ans. Donc ça va leur permettre d'avoir du temps de jeu et de montrer leur valeur. Donc on aborde ça avec confiance, mais malgré tout avec un petit peu d'appréhension, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Oui, il en faut aussi toujours un petit peu. Manuel Caillot de France Bleu Limousin. Pour revenir sur ce match à Dax, le paradoxe, c'est que Brive aurait pu ramener 5 points de ce déplacement. Malheureusement, le Sabé revient avec un seul, parce qu'on le rappelle, Julien Caminati a la balle pour marquer le 3e essai à la 75e minute, je crois, si je me trompe pas. Et malheureusement, il y a une faute au moment de la passe entre Laurent Ferrer et Julien Caminati. Voilà, c'est une faute qui coûte cher, parce que si Brive marque à ce moment-là, il repasse devant au score, et franchement, je vois pas Dax revenir dans la partie. Une faute d'Aquoise, en fait. Il tape sur le bras du Briviste, donc Laurent Ferrer, au moment de faire la passe, et c'est pour ça que la passe arrive un petit peu derrière et Julien Caminati, qui peut pas se saisir correctement de ce ballon. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que on passe d'une extrême à l'autre entre 5 points, que Brive, il y aurait pas eu
il y aurait rien eu à redire si le CAB était revenu avec 5 points sur ce match-là, vu la prestation qu'il y a eu avant. Brive, marque 2 essais en première mi-temps par Julien Caminati. Brive joue bien avec les conditions météo. En première mi-temps, ils ont monté quelques chandelles, un peu comme à Tarbes d'ailleurs. Ils profitent de l'arrière qui a échappé 2 ballons pour scorer. Mais voilà, et c'est vrai que ça fait. On avait des regrets avec Mickaël, on en a parlé quand sur le chemin du retour, en disant voilà, on est passé près de prendre 5 points, et là ça aurait été le bloc réussi, ultra réussi pour le CAB, parfait. Et malheureusement, il y a un point. L'objectif était de 17, l'objectif initial de 17 points. Brive en glane 18, ce qui est bien. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait quand même des petits regrets après ce match-là. Visiblement partagé par Mickaël Nicolas. Oui, mais en tout cas, la grosse progression sur ce match, parce que effectivement, on peut qu'être d'accord avec Didier Casadei quand il dit que Brive, sur des adversaires un peu plus coriaces que Dax à l'extérieur, non pas que Dax soit une petite équipe, mais en tout cas, il y a des matchs plus compliqués à Oyonnax, à La Rochelle, à Lyon, qui vont se profiler pour Brive. Le pire, c'est que Brive, ce soir-là, aurait pu gagner sans sa mêlée. Ce qui arrive quand même pas si souvent dans un match à l'extérieur, puisque trop pénalisé en première mi-temps sur sa mêlée et pas récompensé sur les pénalités qu'il aurait dû avoir en deuxième mi-temps. Donc, le Brive n'a pas pu lancer une action avec sa mêlée. C'est ce qui est dommage. Par contre, l'intérêt et l'avantage sur ce bloc-là, c'est qu'il y avait 2 déplacements. Et les 2 déplacements, c'était le jour et la nuit avec ce qu'on avait pu voir à Carcassonne et même à Aurillac. À Aurillac, il y avait du mieux, mais le mieux avait duré une vingtaine de minutes et un éclair sur la fin de match pour ramener le bonus défensif. Mais on avait vu une équipe qui manquait en défense, encore de repères, de solidarité et même individuellement de joueurs qui se repéraient pas trop, qui savaient pas trop encore ce qu'ils faisaient en Pro D2. Là, à Tarbes, où je n'étais pas, mais qu'on m'a bien expliqué, et en tout cas à Dax, on a vu des joueurs qui étaient solides et qui savaient collectivement ce qu'ils devaient faire, notamment en défense, puisque on prend pas d'essai sur cette partie-là. Donc c'est quand même le gros point positif. Il faut espérer maintenant que la frustration de ce dernier match va servir les brivistes sur un bloc qui est peut-être pas plus facile, mais en tout cas plus abordable. C'est Bleu, Blanc, Noir sur France Bleu Limousin. On va écouter un petit peu de musique, un choix de Didier Casadei, Jean-Louis Aubert et son titre Marcel sur France Bleu Limousin. On se retrouve juste après. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. C'est Bleu, Blanc, Noir sur France Bleu Limousin avec Nicolas Godignon et Didier Casadei, entraîneur en chef et entraîneur des avants du CA Brive-Corrèze Limousin. On parlait de la première partie ou des débuts de saison, des 2 premiers blocs. On rappelle que pour ce deuxième bloc de 5 matchs, vous aviez fixé comme objectif 17 points. Vous repartez avec 18 points. Objectif atteint, Nicolas Godignon? Oui, objectif atteint. C'est satisfaisant. Voilà, comme le disait tout à l'heure Mickaël et Manu, on a eu quand même des regrets aussi suite au match de Dax, parce qu'on savait qu'on pouvait prendre plus de points que ça. Donc voilà, c'est le seul regret, mais ça a généré de la frustration plus que des choses négatives. On a eu un sentiment mitigé. Il est évident qu'on n'a peut-être pas tous fait ce qu'il fallait pour repartir avec la victoire. Il faut qu'on apprenne encore à maîtriser encore mieux notre rugby et que quand on a ces occasions-là de mettre au fond, il faut les mettre au fond et pas dépendre de l'arbitrage, tout simplement. Mais Didier a bien résumé le sentiment, c'est-à-dire qu'à la fois il y a un petit sentiment d'injustice par rapport à ces mêlées fermées et à l'interprétation des arbitres. C'est toujours aussi compliqué aussi le rôle d'arbitre, et en même temps vous êtes obligé de ramener ça à vous et à la nécessité que vous avez de passer au-dessus de tout ça, quoi. C'est pas évident. Disons que notre match à Dax a été le meilleur qu'on ait fait à l'extérieur depuis le début de la saison. Je pense qu'on a maîtrisé notre rugby et le match. Bon, il est clair que quand on prend 6 coups, 6 pénalités qui te font revenir dans ton camp et certaines qui font marquer des points à l'adversaire au lieu de bien ressortir de ton camp ou te permettre de marquer des points. Il est clair que la mêlée a fait basculer le match. Pour autant, on a réussi à marquer 2 beaux essais, dont un qui est très joli notamment, et on avait une occasion d'en marquer un 3e. Je pense qu'on a été beaucoup plus dangereux que l'adversaire l'a été. Et c'est très encourageant. Notre défense, c'est clair, Nico l'a dit tout à l'heure, on est en progrès sur les matchs précédents. Disons que le contenu du match de Dax, que ce soit au niveau du jeu ou au niveau de l'état d'esprit, était bon. Maintenant, globalement, sur les années précédentes et sur ce qu'on voit à peu près, il faudrait faire systématiquement 30 points partir de championnat pour
avoir globalement à peu près 90 points à la fin du championnat, qui semble être nécessaire pour se qualifier dans les 3 premiers, quoi. Donc on sait que il faut qu'on fasse plus 10 sur les 10 matchs. Donc globalement, il faut qu'on gagne 2 matchs à l'extérieur tous les 10 matchs pour pouvoir être dans les clous ou prendre pas mal de bonus à la maison. Alors globalement, on y est à peu près arrivé. Maintenant, on s'aperçoit que Oyonnax a fait le trou, Lyon a plus 11 aux Britanniques et on est 5 équipes à 29 points. Donc globalement, on est dans les clous, mais il faut pas qu'on se relâche. Et on a 4 matchs à la maison avant Noël qui sont très importants, et il est clair qu'il faut pas lâcher de points à la maison parce que ça va se jouer là, et il nous faudra 3-4 matchs dehors d'ici la fin. En tout cas, cette défaite à Dax, ça remet pas en cause la progression de l'équipe. Ça, c'est important. Évidemment, c'est pas vraiment entièrement de votre fait, cette défaite. Non, mais après, on peut pas se cacher derrière l'arbitrage. Mais ça remet pas en cause tout le travail et la progression de l'équipe. Non, complètement. Maintenant, je crois que c'est comme dans tous les détails. Ce week-end, Clermont bat les Toulonnais sur une décision un peu bizarre. Alors, on peut dire, voilà, la décision, c'est pas normal, etc., etc. Moi, ce que je pense avant tout, c'est que si les Toulonnais prennent le renvoi à demain, propre, il y a pas cette occasion de créer justement cette polémique autour de l'arbitrage. C'est à nous aussi de faire la même chose, c'est-à-dire qu'on doit maîtriser notre rugby pour pas s'exposer plus à des décisions qui peuvent nous coûter le match comme ce contre Dax. Voilà. Manuel Caillot. J'ai une question particulière là-dessus, justement. Ça remet en cause peut-être la valeur des points entre la valeur essai et la valeur pénalité. On voit vous marquer 2 essais à Dax, alors que Dax ne vous met jamais en danger. Ce week-end, Clermont marque 2 essais dans la partie, Toulon n'en marque pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux que la valeur des essais soit augmentée, diminuer un peu la valeur pénalité? Est-ce qu'on verrait pas plus de jeux autour des matchs? Grande question. Je sais pas. Je sais pas. C'est sûrement un sujet d'étude à regarder comme il faut. Non, la seule chose qui me pose problème aujourd'hui sur un plan comptable, Didier le soulignait bien tout à l'heure, c'est sur la mêlée. Aujourd'hui, il y a des pénalités et des points qui sont sur des mêlées dans un secteur de jeu qu'il est quand même difficile d'appréhender à vitesse réelle, puisque souvent on a besoin de revoir la vidéo pour voir quel est le joueur fautif ou celui qui est vraiment en tort et qui fait que la mêlée est perturbée. Donc aujourd'hui, il y a des points tellement importants et on laisse le jugement à un ou voire plusieurs, ou 2 hommes sur ce secteur de jeu. Pour moi, je pense que c'est plutôt ça qu'il faudrait modifier, peut-être par des coups francs ou plus et des cartons pour que les joueurs se disciplinent un peu plus. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plus cette problématique de prendre des points sur mêlée. Ça coûte des matchs à tous les niveaux et pour moi, qui sont pas toujours justifiés. Et justement, par rapport à tout le débat qu'il y a eu depuis le début de saison aussi sur les nouvelles règles, par exemple sur les mêlées, est-ce que déjà les joueurs, forcément, ont réussi à s'y faire au fil des semaines? Est-ce que ça pose encore problème, Didier Casadei? Je pense qu'il y a eu quelque part une prise conscience des joueurs de première ligne et qu'il fallait faire l'effort de rester en haut pour que les mêlées tombent moins, parce que les piliers étaient en train, à mon sens, de tout gâcher, parce que les piliers droits notamment voulaient pas trop se faire prendre, alors systématiquement ils adoptent une position très basse et qui va très très souvent par des mêlées écroulées. Alors on pénalise un coup le gaucher parce qu'il est en travers, un coup le pilier droit parce qu'il a une mauvaise liaison. Là, je pense que on le voit notamment en top 14 et même en Pro D2, il y a quand même beaucoup moins de mêlées écroulées que depuis le départ. Je pense que les commandements, ils sont aussi pour quelque chose, dans la mesure où je pense que c'est plus simple d'avoir 3 commandements qui correspondent à quelque chose plutôt que 4 pour ralentir, pour sécuriser, pour être encore plus précis, et au final ça servait à pas grand chose. Maintenant, je pense qu'au-delà, comme je le disais précédemment, qu'au-delà des commandements, je pense qu'il y a une prise de conscience des joueurs, et c'est pas mal, parce qu'on en avait vraiment besoin. Beaucoup pensent que l'évolution des règles, ça diminue de plus en plus l'influence de la mêlée dans le rugby, alors que c'est évidemment un secteur qui fait tout le charme du rugby. Disons que là, aujourd'hui, je pense qu'encore les arbitres devraient laisser jouer les mêlées qui tombent quand le ballon est disponible. Bien souvent, on repasse par des mêlées qui sont à refaire et qui sont pas plus claires la mêlée suivante. Donc je pense que les arbitres auraient tout intérêt à laisser jouer plus longtemps, de façon à ce que
avoir un peu moins d'importance de la mêlée, parce que bon, ben là, à chaque fois que ça tombe, il y a pénalité pour l'un pour l'autre. Bon, on voyait quand même des matchs où il y avait sur certains matchs 10, 12, 13 pénalités sifflées sur des mêlées. Alors 6 pour un, 7 pour l'autre, ça ressemblait pas à grand chose quand même. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à régler ce problème de la mêlée, parce qu'il est très chiant pour tout le monde au final. On change de sujet. Manuel Caillot l'a évoqué tout à l'heure. La défense, 3 essais encaissés seulement lors du deuxième bloc, dont au moins un essai où il y avait le pied en touche d'un des adversaires. En tout cas, c'est une satisfaction, j'imagine, sur ce deuxième bloc, d'avoir l'une des meilleures défenses du championnat, Nicolas Godignon. Disons que c'est un petit peu plus dans ce qu'on recherchait depuis le début de saison. On savait qu'on aurait sûrement un peu de passage à vide, et ça s'est prouvé, puisque sur cette première bloc, c'était pas notre priorité de travailler là-dessus. On l'a travaillé sur le deuxième bloc avec beaucoup plus d'intensité et de détail, et voilà, on a eu plus d'efficacité. Mais ça demande aussi un investissement au quotidien, un état d'esprit aussi, et souvent c'est un bon élément pour observer en fait l'état d'esprit du groupe. On va bien sûr continuer à parler de toutes ces choses positives. Il y a notamment le retour de Julien Caminati, Thomas Larangera qui a également démontré qu'il avait un sacré pied, et pas seulement. Mais d'abord, on va écouter de la musique, et cette fois, c'est un choix de Nicolas Godignon. Alors vous me dites si je le dis correctement, c'est Dobé Niaoré, c'est ça ? Ouais, très bien. Et voilà, et la chanson c'est Issa sur France Bleu Limousin. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. On va bien sûr parler du troisième bloc, les matchs à venir pour le CAB. D'abord, parmi les satisfactions, le retour de Julien Caminati, 4 essais depuis son retour à la compétition le 2 octobre dernier. L'homme providentiel du CAB ? Je crois qu'il avait surtout envie d'en découdre. Il nous a vraiment fait du bien, parce qu'il nous a apporté de la fraîcheur, de la détermination, et surtout un esprit de revanche un petit peu sur lui-même. Et voilà, il avait envie de prouver et d'apporter au groupe et à tout le monde, quoi. Comme quoi on peut toujours évidemment réagir, c'est important, l'état d'esprit, c'est fondamental. Ça fait déjà une bonne partie du boulot quand on a envie d'avancer un peu plus que les autres. On a souvent l'avantage d'aller un poil plus loin, tout simplement. Donc voilà. Thomas Larangera, quel âge il a déjà, Thomas Larangera ? 20 ans. 20 ans. Bon, Thomas Larangera, il s'est imposé au poste d'ouvreur, il est titularisé depuis maintenant quelques matchs, avec un ratio super intéressant, 88% de réussite, soit 14 points et demi, plus de 14 points par match en moyenne. C'est assez bluffant ce qu'il fait là pour ses premiers matchs titulaires avec le groupe pro. Ouais, c'est plutôt satisfaisant, mais on n'avait pas de doute sur sa capacité à jouer avec nous, etc. C'était juste qu'on voulait lui laisser un peu de temps aussi, et puis c'est une concurrence qui s'installe avec Romain sur le poste d'ouvreur. Il a encore beaucoup à travailler, parce que sur ce poste-là, il faut quand même passer du temps pour être performant. Maintenant, sa capacité et surtout sa qualité de jeu au pied au niveau du tir au but nous a vraiment fait du bien, et nous a permis aussi d'asseoir quelques victoires sur ce bloc, quoi. Mickaël Nicolas de la Montagne. Oui, c'est vrai qu'on parlait de la mêlée pour gagner. Il faut aussi le pied. Brive est bien placé pour le savoir. Ces dernières saisons, ça lui a joué parfois des tours, souvent des tours même. Du coup, Thomas Larangera, faut pas se voiler la face, ça lui donne une longueur d'avance à l'approche de ce troisième bloc, et même pour la suite de la saison. Tant qu'il va rester sur ce niveau de performance face au Perche, va être difficile de l'enlever. La question qui pouvait se poser, c'était par rapport à Romain Sola, qu'on avait vu en difficulté au pied. Pas forcément dans le jeu, mais en tout cas pas aussi à l'aise qu'on l'espérait et que lui-même pouvait l'espérer. Le point positif donc, c'est que à Dax, il fait une excellente entrée sur l'action qui peut aboutir avec Laurent Ferrer et Julien Caminati sur le troisième essai briviste. Il fait partie des joueurs qui percent. Il est au centre du terrain, il attaque dans l'axe, la défense a été étirée, les Dacois sont fatigués, ça commence un peu à leur tirer sur la couenne. Brive profite à ce moment-là de l'entrée des joueurs du banc, et notamment de Romain Sola. Son drop, il le rate de très peu, d'ailleurs c'est pas là où il a eu le plus de mal cette saison, puisque des drops il en avait déjà réussi 2, 3 en comptant celui contre Toulouse en match amical. Donc le vrai point positif, il est là. Comme pour Julien Caminati, plutôt
plutôt que l'excellente forme de Julien Caminati. Moi, je pense que l'apport qu'il a eu sur ce deuxième bloc, c'est sur l'agressivité. Les brivistes en début de saison pensaient peut-être un peu trop qu'ils pourraient passer sur leurs qualités individuelles de joueurs de top 14, qu'ils allaient pouvoir, avec la passe de plus, alors c'est pas une attaque contre Nicolas Gagnon, parce qu'il va la falloir à un moment cette passe de plus, et le travail qui a été fait, il faudra qu'il paye, mais Julien Caminati a remontré à certains joueurs peut-être, et leur a donné avec son élan le signe qu'il fallait rentrer dans la figure des types en face, quoi, et qu'il fallait leur faire peur un peu pour qu'ils poussent-toi là, je m'y mets. Un peu comme Laurent Ferrer, une réaction par rapport à ce que vient de dire Nicolas Gagnon. Non, je crois qu'il a tout à fait raison. Après, la passe de plus, elle existe à Dax sur le premier essai. On est sur un ballon porté. Guillaume Ribes s'échappe du ballon porté. On transmet au contact à Julien Odevedec qui pareil dans son duel au contact transmet à Jean-Baptiste Péjoine. Voilà, la balle après va à l'aile sur une succession de passes assez rapides, dont une sur un pas de Swanepoel. Voilà, et ça nous a permis de scorer sur ce premier essai par l'intermédiaire de Julien Caminati. C'est vrai que on a recentré surtout le débat, parce que avant d'avoir la passe de plus, il faut gagner le duel. Donc pour gagner le duel, c'est déjà de la détermination, premièrement, de la vitesse, et surtout être plus agressif que son adversaire, quoi. Bon, alors il y a le troisième bloc qui arrive maintenant, la suite des événements, à commencer par la réception de Colomiers samedi soir au Stadium. L'idéal, ça serait évidemment, pour commencer, d'essayer de faire le plein de points à la maison. Mais oui, je pense que c'est important de toute façon, comme le soulignait Didier, sur partir de championnat, il faut qu'on soit aux alentours des 30 points. On est à 29, voilà, pour pouvoir être dans les 2-3 premiers, il faut être à peu près aux alentours de 90 points. Donc il faudra ou aller gagner des matchs à l'extérieur ou passer par des bonus offensifs à la maison. Donc voilà, Colomiers, Aix et Béziers, sans leur manquer de respect ou quoi que ce soit, c'est déjà la victoire, et puis 2, essayer d'aller chercher des points supplémentaires. Maintenant, les matchs, c'est pas parce qu'on décide d'aller chercher un point de bonus qu'on l'obtient obligatoirement. C'est plutôt des faits de match souvent. La priorité, c'est déjà de gagner, de bien gagner, gagner en confiance, et puis après tout vient un petit peu en s'enchaînant. Alors plus que de dire il nous faut absolument 15 points sur ces 3 matchs-là, il faut déjà les gagner comme il faut. Voilà. Une question d'un auditeur qui nous a posé au standard, Jean-Marc Joffre de Saint-Pantalon-de-l'Arche, fidèle auditeur de France Bleu Limousin et supporter du CAB. Comment faire pour aborder ces 5 rencontres du troisième bloc avec toutes les blessés qui remplissent l'infirmerie briviste? Didier Casadei. Écoutez, on va faire appel à nos jeunes. Hein. Rappelons un peu déjà qui sont les principaux. Ouais, bon, disons que sur la première ligne, le fait d'avoir nos 2 piliers gauche qui sont blessés ou en sélection pour Kinshakishvili et pour les talonneurs Natriashvili et Ribamouin. Donc ça va donner l'occasion à Victor Laval et à Louis Acosta de jouer un peu plus qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. Mais on va voir les jeunes du cru qui vont avoir l'occasion de montrer ce qu'ils valent. À eux de saisir leur chance. Potentiellement, ils sont capables de le faire. Maintenant, à eux d'être suffisamment agressifs et de gagner leur duel pour que l'équipe tourne bien. Hein. Jean-Marc qui au passage glisse un message d'encouragement évidemment, et nous tous on se joint à lui, pour Guillaume Ribes, le talonneur titulaire de cette équipe du CAB qui devrait donc manquer les 6 prochains mois. C'est un coup très dur, et pour lui et pour le club, Nicolas Gagnon. Oui, tout à fait, c'est un coup très dur avant tout pour lui, parce qu'il a, ces dernières années, il a eu quand même un peu de galère, et voilà, après la rupture des ligaments croisés du genou, le tendon d'Achille, là c'est vraiment une grosse tuile, donc on lui souhaite beaucoup de courage, parce qu'il va en falloir encore beaucoup. À chaque fois, c'est un gros coup derrière la tête, et c'est pas toujours évident de se relever de ce genre de blessures sans rester, sans qu'il y ait de problème derrière. Donc voilà, c'est une blessure grave, c'est embêtant pour lui avant tout. Nous, bien sûr que ça nous handicape aussi, parce qu'on perd un leader de combat et un joueur qui était plutôt très performant depuis le début de saison. Donc bien sûr, ça handicape un groupe, mais on fera sans lui, et puis on fera aussi pour lui, parce que c'est important aussi de réussir et de lui montrer notre
soutien par le jeu, quoi. Alors il faut penser à Guillaume Ribes, à sa convalescence. Le club aussi doit évidemment essayer de lui trouver un remplaçant, un joker médical. Vous en êtes tous sur ce dossier-là? On y travaille, on avance. On y a d'ailleurs passé pas mal de temps ce week-end. Voilà, il y a plusieurs pistes à regarder, à étudier comme il faut. Voilà, il faut sur un joker médical, il faut éviter de se planter quand même. Donc voilà. Surtout de cette durée, ouais, c'est. Ouais. Ben oui, sur la durée bien évidemment. Mais d'un autre côté, ça permet aussi à un joueur de pas être là juste en villégiature sur 3 mois. Voilà, c'est vraiment un objectif. Pour un joueur en joker médical de pouvoir avoir du temps de jeu, essayer de glaner un poste de titulaire et puis et pourquoi pas à l'issue de ça un contrat. Voilà, je veux dire le plan il est très simple pour un joueur qui se positionne sur un contrat de ce genre, quoi. Et alors le profil de joueur recherché pour remplacer Guillaume Ribes? Un talonneur. Oui, c'est sûr. Didier Casadei, connaisseur de la Pro D2. Après il nous faudrait une personne qui soit, disons, rapidement disponible déjà. Parce que après il nous faut un talonneur, c'est être déjà un bon lanceur, costaud en mêlée, fédérateur, volontaire et qui nous amène quelque chose. Alors après c'est à cette période de l'année, au mois de novembre, c'est difficile d'avoir toutes les cartes en main sur le joueur qu'on veut prendre en fonction de notre budget. Maintenant, on va essayer de faire le meilleur choix possible par rapport aux possibilités. Donc, Manuel Caillot. Là, c'est plus sur Oyonnax, peut-être avoir un joueur disponible pour Oyonnax, pour Colomiers. Donc, vous allez faire confiance à Louis, à Costa et au jeune Henri, peut-être des espoirs après. Disons que il y a Schvelidze qui a joué beaucoup talonneur aussi. Donc ça nous, disons que au niveau du poste de talonneur, il y a Louis Acosta et Schvelidze. Après, pour les jeunes du club, au jour d'aujourd'hui, peut-être il manque encore un petit peu de maturité. D'accord, donc plutôt privilégier Schvelidze, mettre au poste de talon. Ouais, on n'écarte pas ce choix-là non plus, mais je pense que c'est pas non plus tout très simple de faire qu'avec des jeunes non plus. C'est pas leur apporter, c'est pas qu'un cadeau, quoi. Hein, voilà. Donc même si ils sont méritants de par leur match et de par leur travail, il y a quand même une marche importante entre le niveau espoir et le niveau de notre championnat. Pour revenir sur Colomiers, donc c'est le premier match de ce 3e bloc à la maison ce samedi au Stadium. Évidemment, il faut respecter toutes les équipes, même si l'ambition c'est de l'emporter si possible avec le bonus. Il faut respecter cette équipe de Colomiers. Pour la respecter, il faut la battre convenablement, tout simplement, en les privant de ballon, en étant dominant dans tous les secteurs de jeu. Voilà l'objectif. Et si on répond présent sur l'avancée, sur la conquête, notre défense, et notre jeu au pied, on sera certainement pas très très loin d'un objectif de ça. Mais avant tout, c'est la victoire, quoi. Et après, oui, Didier Casadei. Après, il y a aussi Colomiers. Il faut savoir que ils ont été à Lyon il y a un mois, ils étaient à 12 à 6 à la 72e minute. Donc le match d'avant à Pau, c'est pareil, ils ont pris 3 essais à 0, dont 2 essais qui ont été vraiment qu'ils auraient pu éviter. Donc c'est une équipe qui a gagné aussi à Dax. C'est une équipe qu'il faut pas prendre à la légère et ça va pas être un match facile comme on en a pas eu de facile. Hein. Les équipes, tout le monde, on s'aperçoit que tout le monde vaut tout le monde ou pas loin. Il y a qu'à voir ce week-end la victoire d'ailleurs de Mont-de-Marsan au Racing à qui on donnait pas une chance. Donc ce qu'il faut, c'est rester très humble et gagner d'abord par le combat, l'envie, gagner les duels, être fort sur les bases et si t'as ça, le plus souvent ça se passe bien. C'est pas s'écarter du fil conducteur. Michael Nicolas. Oui, donc on a parlé de 5 matchs, il y en a 6 en fait, puisque on va commencer la phase retour, hein, c'est un bloc augmenté. Brive a quand même l'avantage de recevoir 4 fois sur ces 6 prochains matchs. Il y a 2 autres équipes qui vont être dans cette situation. Pau et Oyonnax. Surtout, Brive reçoit donc Colomiers, qui est le promu, je vais y revenir, mais surtout 2 mal classés. Et ce bloc, aussi important soit-il, Brive a l'avantage peut-être de le commencer par Colomiers, comme il a eu l'avantage de commencer le premier bloc à Béziers, à l'extérieur, chez une équipe revancharde qui devait être reléguée à l'intersaison, comme il a peut-être eu l'avantage jusqu'à présent de commencer le 2e bloc par un match contre Auch. Parce que c'est une équipe qui va lui permettre déjà
pas lui permettre de se reposer pour redémarrer, et qui va ensuite peut-être la préparer à ce qu'il attend ensuite, pas forcément contre Oyonnax, mais à des points de bonus qui seront sans doute encore plus importants contre Aix et Béziers, qui sont des équipes vraiment, vraiment à la peine, et qu'elle rencontrera sur la fin du bloc, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres blessures, d'autres soucis importants qui handicapent l'équipe. Mais là, on a parlé des absents. On a les retours de Petrus Oman en 3e ligne et de Domenico Wakani-Burotu, la recrue fidjienne de l'intersaison. Ça devrait quand même faire du bien au CAB pour aborder ce bloc. Ça compense un petit peu, même si l'absence de Guillaume Ribes est quand même extrêmement handicapante pour ce groupe. Nicolas Godignon. Oui, c'est ça en fait. Je pense que Mickaël le traduit très bien. Ce match de Colomiers est un match qui sera à prendre avec toute la prudence qui convient, mais bon, voilà, il faut aussi nourrir notre ambition. Je pense que les deux sont conciliables et il faut surtout mettre beaucoup d'humilité, mais l'humilité n'empêche pas l'ambition. Donc il faudra avancer. Et les retours de Domenico et de Petrus sont plutôt bien parce que ça va nous donner un petit peu plus de capacité de manœuvre au niveau de la 2e ligne et de la 3e ligne, ce qui n'était pas vraiment le cas depuis quelque temps. Donc voilà, ça peut permettre de faire souffler un petit peu, de faire tourner surtout et d'amener des profils supplémentaires, qui apporteront une ou 2 cordes supplémentaires à notre arc. Puis on rappelle qu'il y aura 2 gros déplacements à La Rochelle et face à Oyonnax. Ouais, 2 fois l'occasion de prendre des points. Manuel Caillot. Oui, un mot, tant qu'on est sur les blessés, il y a Seva Galala qui a fait son retour ce week-end avec les espoirs. C'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, au niveau des lignes arrière, vous étiez un petit peu à flux tendu ces dernières semaines. On était à flux tendu un peu partout, en fait. Donc c'est aussi ça la problématique. Alors. Par exemple, la blessure de Guillaume, elle a pas vraiment à voir avec ce fait que ça tourne pas énormément non plus, parce que c'est vraiment un accident de mêlée. Donc ça, on n'y peut pas grand-chose. On a quand même eu plutôt de la chance parce que même si on était à flux tendu, je pense que les garçons ont su aussi faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir s'imposer des plages de récupération supplémentaires, pour pouvoir économiser un peu le potentiel. Et c'est vrai que la rentrée de certains joueurs vont nous permettre un petit peu d'avoir plus de marge de manœuvre et d'élasticité dans ce groupe, quoi. C'est bientôt la fin de ce bleu-blanc-noir. Déjà, dans un instant, les cartons. Mais avant, le 2e titre sélectionné par Nicolas Godignon, Stéréophonique, c'est le titre Have a Nice Day. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et c'est déjà l'heure des cartons blancs, des cartons noirs, coup de cœur, coup de gueule sur l'actualité du rugby et du CAB. Et on commence avec vous, Nicolas Godignon. Mon carton blanc, carton blanc pour l'équipe de France. Qui a fait une belle performance ce week-end contre les Australiens, et mon carton noir ça sera sur le match de l'Écosse. Voilà, j'aurais bien aimé que Mike puisse remporter la première victoire pour son pays face aux All Blacks. Et Mike Blair, évidemment joueur du CAB et de l'équipe d'Écosse. Didier Casadei. Mon carton blanc, disons pour Mont-de-Marsan. Parce que ça faisait quand même 10 matchs, il devait quand même... C'est dur, ça devait être dur, pendant des années, tous les dimanches, il s'accrochait, mais il gagnait jamais, et franchement, ça a dû leur faire du bien, je suis vraiment content pour eux. Et mon carton noir, c'est un peu avec la venue de l'hiver et du froid le matin, avec l'humidité à 9h sur le terrain, ça c'est un peu chiant, mais bon. Ça va durer quelques semaines, voire quelques mois. On va avoir 4 mois à faire comme ça. Mickaël Nicolas de la Montagne. Mon carton noir, on l'a évoqué longuement, ce sera pour la blessure de Guillaume Ribes, qui en avait déjà connu 2 l'année dernière, donc bon courage à lui. Et mon carton blanc sera pour David Berti, ancien joueur qui a fait un bref passage par le CAB, mais qui a surtout joué au Stade Toulousain et qui a remporté beaucoup de titres avec le Stade Toulousain, qui était à la Foire du Livre ce week-end pour dédicacer son livre où il explique sa maladie, la sclérose en plaques, et comment il a réussi à accepter cette maladie et à dépasser cette annonce. Voilà, un bel exemple à suivre. Les cartons de Mickaël Nicolas. Manuel Caillot maintenant.
Carton blanc à Frédéric Michalak, qui avait vraiment fait un match parfait avec l'équipe de France l'autre soir, et on sent que son passage en Afrique du Sud lui a fait un bien fou, il a permis de franchir un cap. Carton noir pour Bakis Bota, le deuxième ligne toulonnais, qui est une véritable peste sur les regroupements. Il a l'art de chambrer ses adversaires et de passer pour une victime après. Je pense que les arbitres, il faudrait qu'ils surveillent ça de plus près. Et deuxième carton noir à Christophe Tastet. C'était son anniversaire samedi, et il a oublié le champagne aujourd'hui pour l'émission. Voilà. Non, vous aviez dit quelque chose avec des bulles. J'ai apporté une bouteille de Perrier. Ça, c'est pas fair play, Christophe Tastet. Allez, les cartons de Christophe Tastet, justement. Comme Didier Casadei, carton blanc à Tastet et ses hommes, puisque Mont-de-Marsan a enfin gagné. Et puis carton noir à la foire du livre de Brive et à la qualité des restaurants Gaillard qui m'ont empêché de voir la victoire de la France face à l'Australie. Je suis vert. Merci beaucoup, Christophe Tastet. C'est la fin de ce Bleu Blanc Noir. Merci à nos invités, Nicolas Godillon et Didier Casadei. Merci. On vous souhaite plein de bonnes choses pour ce troisième bloc et pour tout le reste de la saison. Merci à Michael Nicolas de la Montagne, notre partenaire. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Et merci à Manuel Caillot et Christophe Tastet. Bonsoir. On n'oublie pas non plus Pierre Rousseau. Et bien écoutez, prochain rendez-vous sport sur France Bleu Limousin, c'est évidemment samedi avec ce match au Stadium à 18h30. Le CAB reçoit Colomiers. Lundi, ce sera du basket avec le CSP qui reçoit Poitiers pour un derby très attendu du côté de Beaublanc. Là, ce sera à 20h30. D'ici là, portez-vous bien. On se quitte en musique avec le deuxième choix de Didier Casadei, et il s'agit d'Assaf Avidan sur France Bleu Limousin. Belle soirée. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.